Merci beaucoup. Donc, je voudrais remercier les gens qui dirigent le Cercle Maupeou pour m'avoir invité et pour me donner l'occasion de traiter d'un sujet qui est effectivement un sujet certes sérieux, mais surtout un sujet d'actualité. Ce sont les liens qui peuvent exister entre la notion de souveraineté économique, évidemment, et la notion de protectionnisme. Alors, c'est évidemment un sujet très d'actualité, puisqu'il est réapparu à travers la crise que connaît l'agriculture française, les mouvements sociaux qui sont liés à cette crise, mais d'une certaine manière, c'est un sujet qui, je dirais, transparaît, quelle que soit la question que vous prenez, sur la réindustrialisation, sur les choix de politique énergétique, sur le développement économique, même sur la question de la planification. Alors, avant de commencer mon exposé, je voudrais faire deux précisions qui sont importantes parce qu'elles sont très souvent l'objet de confusion dans la tête de gens, de personnes qui arrivent, je dirais, un petit peu vierges d'expérience sur cette question-là. Le premier point, c'est que le protectionnisme n'est pas l'autarcie, ou plus précisément que protectionnisme et autarcie ne sont pas des degrés, mais sont des logiques très différentes. Qu'est-ce qu'on appelle l'autarcie ? L'autarcie, c'est le fait de pouvoir entièrement se passer d'autrui dans le développement économique. L'autarcie, en réalité, est une quasi-impossibilité. Alors, bien sûr, quand il y a des périodes de guerre, un certain nombre d'États cherchent à tendre vers l'autarcie parce qu'ils sont très dépendants du commerce international. Bon, ça a été le cas de l'Italie, un petit peu avant la Seconde Guerre mondiale. Hein, et on se rappelle comment les Italiens ils avaient trouvé une plante en Abyssinie qui pouvait remplacer le thé. Bon, bien. L'Allemagne, mais qui a très rapidement abandonné son rêve d'autarcie pour avoir un rêve, je dirais, de colonisation des autres pays. Et donc, l'autarcie est un concept hautement particulier qui n'est pas, et qui ne fait pas partie, en réalité, du spectre du protectionnisme. Le protectionnisme, lui, apparaît comme une méthode employée que ce soit pour des raisons fiscales, des raisons de développement économique, mais c'est essentiellement une méthode, donc il peut y avoir différents types de protectionnisme à un moment donné. Le protectionnisme, à travers le temps, peut lui-même évoluer, on peut avoir des périodes de grand protectionnisme, des périodes de protectionnisme plus limitées, mais d'une certaine manière, le protectionnisme est inscrit dans, je dirais, la réalité de la vie économique d'une nation. Le deuxième point sur lequel je voudrais, en préambule, m'étendre un petit peu, c'est la relation qu'il y a entre souveraineté et souveraineté économique ou souveraineté industrielle. Alors oui, pendant très longtemps, la souveraineté n'a été pensée que de manière politique. Mais les princes souverains, les États souverains, ont dû, à un moment ou à un autre, se poser la question, est-on tellement dépendant de l'étranger que l'on ne pourrait peut-être pas faire valoir notre souveraineté. Alors, cette souveraineté, elle a d'abord été, je dirais, à but fiscal. Autrement dit, comment s'assurer qu'un prince, un roi, un État ait les moyens financiers pour défendre sa souveraineté. Elle a été aussi, je dirais, une souveraineté, alors agricole, ou en tous les cas frumentaire. Comment assurer le fait que le pays puisse subvenir aux besoins de sa population, et ça a conduit effectivement à toute une série d'expériences économiques, dont une expérience de premier protectionnisme moderne. Et puis on a aussi
cette notion importante qui va émerger avec la révolution industrielle, qui est la souveraineté industrielle comme faisant partie de la souveraineté économique et qui va contribuer de manière très nette au renforcement de la souveraineté politique. Mais là, pour le coup, on est bien face à un continuum, ou je dirais à une continuité de notions, les différentes souverainetés n'étant que des formes qui contribuent à affermir la souveraineté générale, qui, évidemment, est un concept beaucoup plus politique, voire légal, qu'un concept économique. Donc ce sont deux notions qu'il est important de garder en mémoire quand on aborde justement cette question de la relation entre le protectionnisme et la souveraineté. Si on regarde maintenant la période d'avant la Révolution française, on peut dire d'avant, grosso modo, le milieu du XVIIIe siècle, on a déjà un protectionnisme. La France de Louis XIV, elle est protectionniste. La Grande-Bretagne l'est aussi. Bon. Pourquoi ce protectionnisme ? Eh bien, c'est un protectionnisme qui est essentiellement à but fiscal. Dans une société où la base fiscale nationale est très réduite. Bon, oui, Louis XIV pouvait écraser d'impôts le paysan français. Malgré tout, ce n'était pas ce qui lui permettait de défendre la souveraineté de la France. Il fallait d'autres sources fiscales. Et évidemment, taxer les produits qui viennent de l'étranger, c'est classiquement une manière très simple de retrouver de l'argent. On le voit d'ailleurs, et même dans le XIXe siècle, un certain nombre d'États très endettés qui ont été obligés de négocier leur souveraineté avec l'étranger. Je pense par exemple à l'Empire ottoman. Quelle est la première chose qu'il délègue à l'étranger ? C'est la question des droits de douane. Et alors, c'est intéressant. La Grande-Bretagne, qui à cette époque-là est complètement acquise au libre-échange, va défendre les droits de douane de l'Empire ottoman parce qu'elle a besoin de cet argent, d'une certaine manière. Parce que c'est à travers cet argent qu'elle se rembourse des prêts qu'elle avait faits pour l'Empire ottoman. Donc on voit bien, il y a au départ, derrière la question du protectionnisme, une question fiscale. Mais cette question fiscale, on la relie immédiatement à la souveraineté, parce que, justement, cette souveraineté, ou la souveraineté du prince, la souveraineté du roi, est quelque chose qui coûte beaucoup d'argent. Alors, dans sa forme classique, on l'attribue à un grand général autrichien, Montecuccoli. Ouais, ne vous étonnez pas qu'il porte un nom italien, parce que le nord de l'Italie, à cette époque-là, c'est l'Autriche. Bien. Montecuccoli est réputé avoir dit, pour faire la guerre, il faut trois choses. De l'argent, de l'argent, de l'argent. Et c'est tout à fait le cas. Ce n'est pas seulement le fait qu'une partie des troupes peuvent être des mercenaires, mais même les troupes régulières sont des troupes soldées, donc il faut pouvoir payer les soldes. Il faut pouvoir acheter, je dirais, de quoi faire vivre cette armée, et tout cela donne lieu à des comptes, et qui sont les embryons des comptes publics. Vous avez par exemple, sous Louis XIV, quelque chose de très intéressant. Vous aviez les trésoriers de l'ordinaire des guerres et les trésoriers de l'extraordinaire des guerres. Si vous voulez savoir de quoi il s'agit, vous ouvrez Saint-Simon. L'ordinaire des guerres, il s'agit de l'entretien des troupes soldées. L'extraordinaire des guerres, c'est quand on n'a pas assez de troupes soldées qu'il faut recruter de nouvelles troupes qui seront licenciées dès la fin du conflit, mais qui demandent donc des dépenses nouvelles.
Bref, il faut beaucoup d'argent. Et donc on comprend la place que joue le protectionnisme à l'époque. Hein? Dans la société française, où, quand même, les plus riches ne payent pas d'impôts, hein, la noblesse ne paye pas d'impôts, le clergé ne paye pas d'impôts. Alors oui, bien sûr, la majorité de la population paye des impôts, mais des gens pauvres ne peuvent pas payer énormément d'impôts. En réalité, plus une population est pauvre, et plus sa contribution fiscale réelle est faible. Donc il fallait trouver d'autres choses. Et donc, le protectionnisme, c'est clairement une manière de financer l'exercice de la souveraineté par un souverain. Et puis, la période change avec les prémices de la révolution industrielle, et c'est justement quand ce n'est plus l'adage de Montecuccoli. Alors je dis l'adage de Montecuccoli, c'est comme ça qu'il est rentré dans l'histoire. Quand on regarde bien, quand on gratte un peu, il y a un général du roi de France qui dit la même chose au début de la guerre de 100 ans. Il dit, Messire, pour faire la guerre, il nous faut 3 choses, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Bon, c'était, si vous voulez, quelque chose qui était absolument intégré par les esprits de l'époque. Ils savaient ce qu'il en était. On commence à changer quand, tout d'un coup, on voit que la guerre, ce ne sont plus des hommes que l'on paye ou qu'il faut entretenir, c'est aussi du matériel technique. Et en fait, l'émergence de ce problème, c'est dans des guerres, alors assez fréquentes, entre les Austro-Hongrois, les Autrichiens, comme on dit, et les Ottomans. Les Austro-Hongrois inventent ce qui est, je dirais, une forme de grenade moderne. C'est une boule de verre dans laquelle on met des pièces de métal et une charge de poudre. On l'allume et on la jette sur l'adversaire. Bien. Très efficace. Ça tue beaucoup d'Ottomans. Donc il en faut beaucoup. Et là, les Habsbourg se rendent compte tout d'un coup qu'ils n'arrivent pas à en produire suffisamment. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On fait un recensement de tous les maîtres verriers dans l'empire des Habsbourg et on leur dit « vous allez produire ça ». Il nous en faut. Donc on commence à passer des contrats. On dit « mais voilà, est-ce que vous pouvez me fournir 1000 de ces boules explosives ?» Oui, mais pour ça, il faut de l'argent, parce que le maître verrier, il a ses assistants, ça se paye, bon, etc. Et ce sont les véritables prémices de la guerre industrielle. Mais à partir du moment où on sort d'une conception essentiellement monétaire et financière de l'exercice de la souveraineté pour rentrer dans la capacité de production, ben oui, on va sortir d'un régime existant pour arriver à un autre régime. Un point intéressant, parce qu'il va faire en fait la transition entre les deux époques, c'est la décision du gouvernement britannique d'introduire un protectionnisme agricole, les fameuses lois sur le blé qu'on connaît à cause de, je dirais, tout le mouvement qu'avaient lancé des économistes anglais, dont David Ricardo, pour les faire abolir, justement, cette fameuse abolition des Corn Laws, des lois sur le blé. Bon. Mais pourquoi elles ont été instaurées ? Elles ont été instaurées à la fin du XVIIIe siècle, au début des guerres entre la Grande-Bretagne et la République française, parce qu'il s'agissait de développer l'agriculture britannique de manière à ce qu'elle soit capable de nourrir la Grande-Bretagne
dans une époque où on pouvait craindre que les activités navales des Français, et puis peut-être de leurs alliés, on ne sait jamais, ils sont capables de s'allier aux Espagnols, pourquoi qu'ils ne s'allieraient pas aux Danois? Bon, ouais, il y a donc un véritable problème. C'est la première fois où l'on constate que le protectionnisme sort de son cadre essentiellement fiscal pour devenir un instrument de développement d'une activité. Et qui va effectivement bien se développer. Hein. Les lois sur le blé vont aboutir à l'augmentation de la production agricole en Grande-Bretagne, et elles vont effectivement permettre, directement en fournissant de quoi nourrir les soldats, indirectement, parce que les grands producteurs agricoles payent malgré tout des impôts. C'est en cela que le système britannique était plus moderne que le système français, en fournissant de l'argent à l'État. Et donc, on voit très bien comment ce protectionnisme agricole a servi au renforcement de la souveraineté britannique. Donc la deuxième période, eh bien, c'est la période qui est marquée par la révolution industrielle. Alors, on peut l'appeler de plusieurs manières, même si les différents termes ne se recoupent pas entièrement. C'est évidemment non pas le début, mais le développement du capitalisme en Europe occidentale. Hein, Marx, d'ailleurs, indique que pour lui, le capitalisme est né plutôt au XVIIe siècle, à travers le développement de la colonisation, mais aussi le développement d'activités économiques particulières en Grande-Bretagne. Mais il reconnaît aussi que ce capitalisme n'arrive à se développer qu'à partir de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle. Il y a une autre expression qui recouvre, à peu de choses près, le même processus, c'est la notion de révolution industrielle. Et la révolution industrielle, elle démarre en Grande-Bretagne, elle se développe après la France, la Belgique, qui fut un très grand pays industriel. On a tendance à l'oublier, mais la Belgique indépendante, à partir de 1830, est un des moteurs du développement du capitalisme à cette époque-là. Et donc, on est dans un monde qui devient de plus en plus un monde d'objets. Les objets n'étaient pas inconnus avant, au contraire. Bon, mais l'objet standardisé, l'objet produit en masse, autrement dit, l'objet qui est issu de la grande fabrique industrielle, ce qu'on va appeler l'usine. Mais pendant très longtemps, on parle plutôt de grande fabrique industrielle ou de manufacture. L'irruption de ces objets change la donne et devient quelque chose d'extrêmement important parce que cette révolution industrielle et ce développement du capitalisme rebat les cartes de la hiérarchie des pays et des souverainetés. C'est ce qui permet à un pays relativement petit en taille, même en population, hein, rappelons-nous, jusqu'au XVIIIe siècle, la France est le pays le plus peuplé d'Europe, et on inclut dans l'Europe l'Empire tsariste. Hein, il y a plus d'habitants en France en 1710 que dans la Russie de Pierre le Grand. C'est aussi ce qui explique la place prééminente de la France en Europe. Eh bien, cette hiérarchie des puissances est changée par la révolution industrielle. C'est ce qui permet donc à l'Angleterre, ce pays de petite taille en réalité, si on met de côté son empire, justement, de conquérir l'Inde, de se doter d'un empire qui va démultiplier ses capacités. Et donc, les différents gouvernants commencent à comprendre que
soit on se développe industriellement, comme s'est développée la Grande-Bretagne, soit on meurt. Alors, bien sûr, certains disent, oui, mais on n'a peut-être pas besoin d'usines. Peut-être qu'on pourrait acheter au lieu de faire. Pour ceux d'entre vous qui ont fait un petit peu d'économie, faire acheter, c'est le dilemme classique de ce que l'on appelle le néo-institutionnalisme, sauf que dans le néo-institutionnalisme, il est pensé au niveau de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise va faire elle-même ou est-ce qu'elle va acheter à un sous-traitant une partie des composants qui, justement, composent le produit fini? Bon. Mais ce raisonnement, il est posé en tant que tel dès les années 1820-1830 à toute une série de gouvernants. Faut-il développer l'industrie ou faut-il au contraire avoir le plus d'argent possible pour, si on en a besoin, en cas de guerre, acheter justement l'armement dont on aura besoin? Et cette question, elle est tranchée au moment de la guerre de sécession. La guerre de sécession, les États du Sud, quand ils font sécession, sont financièrement des États très riches. Ils sont des États très riches parce que c'est des exportateurs de coton, d'indigo, de tabac. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils disent que, oui, ils peuvent sortir de l'Union et ils peuvent devenir indépendants. Sauf que l'Union qui porte l'industrie naissante des États-Unis, eh bien, va les battre, et ne va pas les battre parce que ses généraux sont meilleurs. Au départ, d'ailleurs, les généraux de la Confédération sont plutôt meilleurs que les généraux de l'Union. Sauf que l'Union arrive à renouveler constamment le matériel, et pas la Confédération. Parce qu'avec le matériel, l'Union a été capable de mettre en place un blocus. Alors oui, il y a cette histoire très romantique, les forceurs de blocus. Mais les forceurs de blocus, ça représente quoi? 2%, 3% du volume du commerce. Bon, on fait de jolis livres. On ne gagne pas une guerre avec. D'ailleurs, principe qui m'a été dit par un responsable du ministère de la Défense aux États-Unis, du département de la Défense aux États-Unis. Il m'a dit, les généraux, quand ils sont victorieux, écrivent leurs mémoires. Les logisticiens, eux, gagnent les guerres. Et ça, c'est quelque chose de très vrai. Et on en voit l'application dans la guerre de sécession. Et donc, en Europe, à partir de là, bon, la France avait commencé à s'industrialiser. D'ailleurs, elle a commencé à s'industrialiser grâce au blocus continental de Napoléon. Et en fait, c'est le blocus continental de Napoléon, forme extrême de protectionnisme, qui a permis un développement industriel de la France. La Belgique a d'une certaine manière profité du blocus continental pour commencer à s'industrialiser. Mais après, tous les autres pays se disent, si on ne développe pas une industrie importante, on n'existera plus comme puissance au niveau de la politique internationale. Et on risque de perdre notre souveraineté. Chose extrêmement, je dirais, sensible, pour un pays comme, c'est pas encore un pays, pour les États allemands. Rappelez-vous toujours qu'au début du XIXe siècle, nous sommes à image inversée. En Allemagne, l'image du français, c'est un être industrieux, militariste. Nous, les Allemands, nous sommes des romantiques, nous sommes des philosophes, nous jouons avec les choses de l'esprit. C'est intéressant de voir comment on avait une image
des stéréotypes qui sont exactement l'inverse des stéréotypes de la fin du XIXe siècle. Bon. Mais pourquoi? Parce que les Prussiens, la Prusse, se dit immédiatement, on doit s'industrialiser. Si on ne s'industrialise pas, on disparaît politiquement. La même chose se joue en Asie. Le gouvernement du Japon, le shogun, applique une politique de quasi-autarcie. Les Américains frappent à la porte, à coups de canon. Et ils s'ouvrent les ports japonais, le commandeur Perry, à coups de canon. Et là, les Japonais comprennent. Ils voient qu'ils ne sont plus technologiquement dans la course. Et donc, ils disent, comment retrouver notre souveraineté? Alors d'abord, on va passer des accords avec des grandes puissances européennes pour qu'elles nous apprennent un certain nombre de choses. L'accord qui est signé avec la Grande-Bretagne. Les missions qui sont envoyées, alors vous savez que les Japonais ont emprunté aux Allemands l'organisation de leur armée et ils ont emprunté aux Français l'organisation de leur territoire. Pour ça d'ailleurs qu'on parle de préfecture au Japon, encore maintenant. Bon. Mais surtout ils se disent, il faut qu'on se développe industriellement. Et pour se développer industriellement, eh bien, il n'y a pas énormément de solutions. Des économistes, alors le plus connu évidemment c'est Friedrich List. Mais il y a un autre économiste qui est beaucoup moins connu en Europe et en France en particulier, et qui est à mon avis encore plus important que List, c'est Harry Carey. Ces deux économistes vont développer cette idée pour qu'une industrie puisse naître et se développer, elle doit être protégée par du protectionnisme. Et le protectionnisme, c'est la condition essentielle au développement d'une industrie. Alors, List meurt sans avoir pu voir la mise en œuvre de son programme, mais il aura une influence considérable en Allemagne et en Prusse. Et on peut dire que le programme de Bismarck, il est listien. Il aura aussi une importance 15 ans ou 20 ans après en Russie. Et les premiers programmes de développement en Russie sont inspirés par List. D'ailleurs, un des très grands ministres des Finances des Tsars, Sergueï Witte, connu comme le comte Witte, ou le Grafe, parce qu'il était en fait un letton, et à l'allemande on l'appelle Graf. Bon, le Graf Witte. Bon. Il est le traducteur en russe de List. C'est lui qui va traduire et qui va préfacer le livre de List sur le protectionnisme qui sera diffusé en Russie à partir des années 1860. Donc, là aussi, chose très importante. Aux États-Unis, Carey, qui développe les mêmes positions que lui, il acquiert une importance considérable avec la guerre de sécession. Il devient d'ailleurs le premier conseiller économique d'Abraham Lincoln. Alors il faut savoir que Carey était non seulement économiste, mais il était très investi dans la campagne contre l'esclavage. Comme List d'ailleurs. Alors, même si List, il raisonne plutôt en européen. Bien sûr qu'il a fait fortune aux États-Unis avant de retourner en Europe, en Allemagne et en France, mais quand il était aux États-Unis, il participait déjà à ces cercles anti-esclavagistes. Carey, lui, est un vrai militant de l'anti-esclavagisme, et il va, d'une certaine manière, je dirais, un petit peu façonner la pensée de Lincoln sur la question. Mais Carey, quand même, au départ, essentiellement un économiste, et il va expliquer à Lincoln, il faut du protectionnisme pour que l'industrie de l'Union se développe. Alors, comme l'Union a aussi besoin d'argent,
le financement de la guerre de sécession, ça a coûté très cher. Il arrive à faire passer la question du protectionnisme au travers de la nécessité fiscale. Donc, il utilise un concept très ancien, en fait. Mais ce qu'il a dans la tête, c'est bien le développement de l'industrie. Et on sait qu'après les premières lois protectionnistes qui sont prises par Lincoln, on aura le tarif McKinley, qui va faire des États-Unis, jusqu'à la guerre de 14, et guerre de 14 inclus, l'une des principales puissances protectionnistes de la planète. Mais Carré, disons, l'œuvre de Carré suit les missionnaires américains, et les missionnaires américains, ils ne vont pas en Afrique, ils vont en Asie, ils vont au Japon, ils vont en Chine. Donc, l'idée du protectionnisme comme condition de développement de l'industrie, elle est transmise par les émules de Carré au Japon, et puis surtout en Chine. Et c'est là où on voit le lien très 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 net entre la construction de la souveraineté économique, de la souveraineté militaire, par la souveraineté économique, et la question du protectionnisme. Et puis tous ces gens, ils ont un autre exemple sous les yeux, mais qui lui est un exemple d'un désastre. La Grande-Bretagne impose à l'Inde, aux États indiens, puisque formellement l'Empire des Indes est censé respecter une forme d'autonomie des Rajas. Mais les Britanniques leur imposent des conditions commerciales qui ouvrent brutalement le marché indien aux productions britanniques. Et donc tout le monde se dit, mais un pays ne peut pas être souverain politiquement s'il n'a pas sa souveraineté économique. Alors, non seulement il l'ouvre à travers des lois, mais il l'ouvre à travers des actes qui sont assez barbares. Il coupe les pouces des tisseurs, des tisserands indiens, de manière à empêcher le développement d'une industrie du tissu en Inde et de contraindre l'Inde d'importer depuis la Grande-Bretagne. Un petit peu la même chose qui se passe, par exemple, par rapport à la Chine. Le début de ce que les Chinois appellent le siècle de la honte. Bon, je pense que vous avez dû entendre cette expression. Vous vous demandez à quoi elle fait référence. Le siècle de la honte, il commence par la première guerre de l'opium. Pourquoi la guerre de l'opium? L'Inde, et donc la Grande-Bretagne, importe du thé et des tissus chinois, qui sont des tissus de luxe, la soie, essentiellement. Et l'Inde a une balance commerciale déficitaire par rapport à la Chine, 1830-1840. Le problème, c'est que la Chine n'utilise pas un étalon or, mais un étalon argent. Et d'ailleurs, pendant très longtemps, la France aussi, la France aussi était en étalon argent. Il y avait des pays qui étaient en étalon or, des pays qui étaient en étalon argent, et parfois des pays qui avaient le double étalon, à la fois l'or et l'argent. Et donc, la Grande-Bretagne se dit, mais comment rétablir l'équilibre économique? Nous, on produit quelque chose qu'on pourrait exporter en Chine, c'est l'opium. Ah oui, mais il y a un problème. Le gouvernement impérial chinois a strictement interdit le commerce de l'opium. Les Chinois savaient très bien que l'opium c'était une drogue et qu'elle pouvait avoir des effets tout à fait dévastateurs. Et donc, les Britanniques vont faire la guerre à la Chine pour l'obliger à lever cette interdiction et pour accepter le commerce de l'opium. On voit bien là ce qui se passe. Pourquoi la Grande-Bretagne peut le faire?
Parce qu'à travers l'industrialisation, elle a un tel développement économique et un développement technique que les navires britanniques sont incommensurablement supérieurs aux navires chinois, que les troupes britanniques ou les troupes indiennes encadrées par les Britanniques disposent de fusils et de canons qui sont incomparablement supérieurs à ceux des Chinois. Et donc on voit comment ils imposent à ce moment-là leurs conditions, qui sont des conditions évidemment terriblement attentatoires à la souveraineté de la Chine. Ça aussi, c'est une leçon, alors, dont on parle assez peu en Europe, mais qui, pour les Japonais, est une leçon, je dirais, d'urgence immédiate pour eux. Ils disent, oula, si une puissance occidentale a pu faire ça à la Chine, alors que le rapport des populations était complètement en défaveur des Occidentaux, mais si on peut imposer ça à une nation qui est tellement nombreuse comme la Chine, qu'est-ce qui se passerait si une nation occidentale avait les mêmes idées par rapport à nous, Japon? Et donc, en répercussion, ça va conduire à ce que, dans le monde, dans tous les pays qui n'ont pas été les premiers pays de l'industrialisation, les premiers pays de l'industrialisation, il n'y en a pas des masses, hein. Grande-Bretagne, France, Belgique, c'est tout. Dans tous les autres pays, c'est la course à l'industrialisation, mais on ne fait pas de l'industrialisation pour l'industrialisation, on le fait essentiellement pour la défense de la souveraineté. Et la meilleure manière de développer une industrie, c'est le protectionnisme. Alors, tout ceci a été magnifiquement analysé par un grand historien économiste. Il est à la fois économiste parce qu'il a des très, très grandes compétences en économie, mais c'est normalement, techniquement, un historien américain d'origine russe, Alexandre Gerschenkron. Et c'est Alexandre Gerschenkron qui va, dans ces différents articles qui vont être réunis en 1962 sous forme de livres, ça s'appelle Economic Backwardness, le retard économique, in historical perspective, en perspective historique. Bon. Gerschenkron, dans les années 50 et au début des années 60, théorise cette question et montre bien que pour les pays qui sont des pays obligés de suivre la Grande-Bretagne et la France, qui sont les grandes puissances coloniales du XIXe siècle, pourquoi cet impératif d'industrialisation conduit nécessairement au protectionnisme. Donc, on est là dans une logique qui fait que l'on a le développement de ce qu'on appelle le protectionnisme moderne, qui n'est plus le protectionnisme donc du XVIe, XVIIe, début du XVIIIe siècle, un lien très net entre protectionnisme et souveraineté industrielle, mais la souveraineté industrielle vous donne la souveraineté économique, et la souveraineté économique vous donne la souveraineté légale politique. Et donc c'est comme ça que l'on arrive à rétablir ce lien. Ce lien va durer jusqu'aux années 60. En fait, on est dans ce type de logique de la fin des guerres napoléoniennes, de 1815, du Congrès de Vienne, jusqu'à la fin des années 60 et l'éclatement, en fait, des accords de Bretton Woods. Quand les États-Unis, d'abord dévaluent, et puis surtout renoncent à tout lien entre le dollar et l'or. Et ça va être extrêmement important. Le point qui est intéressant, c'est que ce développement du protectionnisme va permettre au monde occidental de connaître une des croissances les plus fortes, celle qui va de 1880
à 1914. Vous comparez par tranche de 5 ans ou de 6 ans la période avant l'établissement des grandes lois protectionnistes. Alors, tarif McKinley aux États-Unis, le tarif Méline en France, les différents tarifs Bismarck en Allemagne, bon. Et le rythme de croissance des pays, et vous voyez qu'il y a une accélération de la croissance du fait, justement, de cette situation protectionniste. On aura cette situation, grosso modo, jusque, je vous l'ai dit, à la fin des années 60. D'ailleurs, en 1945, bon, en 1944 plus précisément, conférence de Bretton Woods, les Américains disent il faut retourner rapidement au libre-échange, mais la réalité, c'est que les pays ne peuvent pas. Donc les Américains qui torpillent la conférence de la Havane sont obligés d'accepter le GATT, donc les accords transitoires, les accords généraux transitoires sur les droits de douane et le commerce. C'est ça la traduction de l'acronyme anglais. Et en fait, les premières réunions du GATT, elles ne visent qu'à organiser le protectionnisme international. Bon, alors, on dit, voilà, bon, on va peut-être baisser les droits sur tel type ou tel type de produit, essentiellement sur les médicaments et l'instrumentation médicale. Bon, on arrive à 4% de produits dont effectivement on baisse les droits, mais pour le reste, hein, bon. Il y a la constitution des premiers blocs internationaux. Enfin, ce qui ne s'appelle pas encore l'Union européenne, ce qui s'appelle la communauté économique. Non. L'Europe des 5, puis l'Europe des 6. D'ailleurs, point intéressant, le fameux tarif européen unique, car les pairs de l'Europe tiennent le même raisonnement que l'Ist. Et si on veut que l'Europe se développe, il faudra qu'on soit protectionniste par rapport, alors on ne va pas l'être entre nous, mais par rapport au reste du monde. Ce tarif, il ne fait que reprendre les tarifs protectionnistes des pays qui ont fait l'Europe, en réalité. À cette époque-là, 57-60, l'Europe est protectionniste. C'est d'ailleurs probablement pour ça qu'elle est, à l'époque, une zone de croissance importante dans le monde. Donc tout ça. Et puis, à travers l'éclatement du système de Bretton Woods, hein, le passage d'un système monétaire organisé à l'hégémonie du dollar, vous avez un phénomène de création financière. Et il faut bien comprendre qu'à partir du moment où on a libéralisé les taux de change, où on n'était plus dans des taux de change qui étaient régulés. Pour ça, d'ailleurs, il faut faire attention. On continue d'utiliser en français le terme d'évaluation. Mais le terme d'évaluation n'a de sens que si l'on est face à des taux de change fixes. Hein, on reste fixe jusqu'à un certain moment ou à un moment donné, on décide de changer de taux. Il vaut mieux parler, et c'est beaucoup plus correct, de parler aujourd'hui de fluctuation des taux, puisque normalement on est face à des taux de marché. Donc, avec le passage de taux organisés à des taux de marché, ou de taux administrés à des taux de marché, le problème pour les banques et pour les acteurs économiques, c'est de se protéger contre des fluctuations trop importantes. Donc, c'est l'émergence des premiers marchés au futur. Autrement dit, est-ce que vous êtes d'accord pour me vendre votre devise, non pas maintenant, mais dans 6 mois, à tel et tel prix? Puis, on invente, plus exactement, on réutilise, parce que l'idée était déjà existante sur le marché des produits agricoles de Chicago. On utilise non seulement le marché des futurs, mais la couverture financière sur les futurs. Ça s'appelle l'innovation financière.
Et cette innovation financière qui démarre dans les années 70, elle explose avec les années 80. Et c'est là où nous rentrons dans la troisième période, celle de l'illusion financière, mais aussi de l'illusion globaliste. Alors, l'illusion financière, ça consiste à dire l'argent se fait désormais essentiellement à travers ces innovations financières et plus avec la production. Mais pour que ces innovations financières aient l'espace de se développer, il nous faut un cadre global unifié. Et c'est là qu'est né le concept de globalisation, ou de mondialisation en français, mais en anglais on appelle ça globalization. C'est cette idée qui consistait à dire il faut que les marchés financiers de chaque pays s'interconnectent. Mais évidemment, à partir du moment où on a cette interconnexion des marchés financiers, les entreprises ne sont plus liées à leurs conditions de financement dans leur pays d'origine. Elles peuvent lever des capitaux n'importe où, là où les capitaux sont disponibles. Donc, on part dans cette illusion financière, c'est la finance qui rapporte de l'argent. Alors, question, est-ce qu'elle le rapporte ou est-ce qu'elle le crée? Et ce n'est pas la même chose. On voit bien qu'en réalité, la finance ne fait que redistribuer des profits qu'elle ne crée pas. Les profits, en réalité, sont toujours créés dans la zone industrielle. Deuxième point, on n'a peut-être plus besoin d'industrie, puisque dans un monde globalisé, on peut tout acheter. Alors, oui, on va avoir des entreprises à haute valeur ajoutée, mais qui vont aller faire construire leurs produits un peu n'importe où. Aux États-Unis, mais progressivement en Asie. Et d'ailleurs, le point intéressant, c'est que ce mécanisme de globalisation vient, je dirais, se marier avec l'émergence d'un capitalisme particulier qui est le capitalisme chinois. Et le capitalisme chinois, il offre aux pays développés cet avantage. Bon, voilà, venez investir chez nous. Nous avons des conditions de production à très bas coût. Et donc, vous pourrez acheter nos produits peu chers, ce qui va faire baisser l'inflation chez vous et ce qui va vous permettre de faire encore plus de profit. Donc, on part sur cette double illusion, l'illusion financière, l'illusion globaliste. Il y a quand même quelques petites choses qui grincent dans cette belle mécanique. Première chose, c'est « Ah ben oui, mais ça aboutit quand même à une destruction d'emplois assez redoutable dans nos pays. » Et c'est pas grave, c'est pas grave. À travers la destruction créatrice, on va créer d'autres emplois. D'accord. Et ces autres emplois, vous allez les créer dans quelle branche? Ben, c'est important, ça. Parce que si vous les créez dans les services, ils n'auront pas le même salaire que les emplois qui ont été détruits dans l'industrie. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. On va faire des services de plus en plus compliqués. Ces services de plus en plus compliqués, vous êtes sûr qu'ils vont rester chez nous? Parce que, vous savez, les Chinois, les Indiens, etc., ce pas des imbéciles. Ils ont aussi des gens qui sont extrêmement bien formés. Et puis, le problème, ils sont tellement nombreux. Alors, même s'ils en forment en pourcentage de la population 3 fois ou 4 fois moins qu'en Occident, de toutes les manières, ils en forment plus. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a toute une série de services informatiques qui sont délocalisés en Inde. Il y a toute une série de productions liées à l'informatique qui est délocalisée en Chine. Là, je vais vous donner. En 2018, la Chine déposait 60% des brevets mondiaux.
Je dis bien 60%. Donc, cette idée, oui, mais on va délocaliser en Chine, on gardera le savoir-faire, hein, on gardera le haut de la valeur ajoutée. Ben non. Ben non. Parce que ça, c'est croire que les Chinois, ils sont bêtes. Et ils ne le sont pas. Hein. C'est croire que les Indiens, ils n'ont pas derrière eux 6 ou 7 siècles d'expérience commerciale. Parce que quand on travaille un petit peu l'histoire, on se rend compte qu'au Moyen-Âge, 12e, 13e siècle, alors que, excusez-moi, c'était plutôt la barbarie en Occident, hein, guerre de 100 ans, etc. Les Indiens, ils avaient développé des relations commerciales avec l'Afrique, enfin, autour d'eux. Ils avaient développé un marché financier des futurs, et ils avaient même un étalon, le poivre. Ils utilisaient le poivre comme étalon. Et ils avaient une structure financière hautement sophistiquée que probablement même les marchands italiens n'auraient pas compris. Ils n'auraient pas compris comment ça fonctionnait. Donc, il y a derrière cette idée qu'il y a dans la globalisation que nous, en Occident, on est tellement supérieurs à ces gens-là, il y a en réalité un profond racisme, si vous voulez. Ce racisme dit, oui, nous allons apporter la civilisation aux peuples africains. Oui, en massacrant la moitié. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Allemands, aux héros de Namibie? En réalité, c'est le premier génocide de la période moderne. La destruction totale d'une population. Bon. Donc, on a ce type de choses qui commençaient à, je dirais, à un petit peu grincer. Et puis, on a été confronté à des chocs financiers et exogènes extrêmement importants. Alors, d'abord, on a eu les crises financières. Crise de 1998, alors, qui commence en fait en Asie. Oui, mais les Coréens, ils ont fait n'importe quoi, c'est pour ça que la crise, elle est partie en Asie. Bon. Puis, d'Asie, la crise, elle passe en Russie. Oui, mais les Russes, ils ont fait n'importe quoi, ils se sont trop endettés, etc. Bien. Puis la crise, elle arrive à Wall Street. Ah ben, zut ça, le fait que les Russes, ils aient décidé de ne plus rembourser leurs dettes, ça nous met en faillite. Non, mais vous avez fait n'importe quoi, dit le gouvernement américain, certaines banques. Et vous nous avez dit d'investir en Russie. C'est vous-même qui nous l'avez dit. Ah, et puis ça continue. Ça passe en Argentine. Ça passe au Brésil. Donc, la crise de 97-99, avec comme épicentre la crise de 98 en Russie, c'est la première grande crise financière qui met en cause le mécanisme de globalisation. 10 ans après, on a la deuxième, 2008. Comment se fait-il que des manipulations sur des hypothèques américaines arrivent à plonger le monde entier dans une crise financière? Pourquoi ? Le marché financier, c'est un marché global. Donc, quand un grand pays fait de grosses bêtises, il n'y a pas d'autre mot pour l'appeler, ça a évidemment des conséquences partout. Sauf que ces conséquences partout, il y a des gens qui n'ont pas été du tout contents. En particulier les Chinois. Et qui ont dit, bon, ils ont dit aux Américains, on a évité que la crise asiatique empire en refusant, nous, de déprécier notre monnaie et en permettant aux autres pays d'Asie de se refaire une santé à notre détriment pendant 2-3 ans. On pouvait se le permettre, etc. Là, on va faire la même chose. Seulement, il serait peut-être temps que vous acceptiez de partager avec nous le pouvoir financier. Puisque, en fait, vous voyez bien que sans nous, vous n'arrivez pas à stabiliser les choses. Non.
pas question. On va garder le contrôle sur le Fonds monétaire international, etc. Ah ben si c'est comme ça, on va commencer à travailler sur un autre système. Puis ça, c'est intéressant parce que là, on vient de s'entendre avec les Russes, on a créé une espèce d'organisation à quelques pays. Oui, on a repris le nom qu'avait sorti un des analystes de Goldman Sachs, hein, Brésil, Russie, Inde, Chine, puis l'Afrique du Sud aussi, pour avoir des Africains dans cette histoire, comme ça on va bien s'amuser. Ben oui, on va peut-être développer cette organisation. Et le fait que le monde occidental et les Américains n'ont pas compris que c'était leur bêtise qui avait engendré le développement des BRICS. Or, avec les BRICS se pose la question, oui, bien sûr, on est dans un monde ouvert, on veut exporter, mais il n'est pas question qu'on soit complètement démuni face à vos importations. Donc on va construire un système qui défende les droits de propriété, et en particulier les droits de propriété intellectuelle. Ah mais ça c'est... Et ça ne va pas passer à l'OMC. Ben, si ça ne passe pas à l'OMC, nous on bloque l'OMC. Et de fait, l'OMC est bloqué. Hein. Ça fait 20 ans que l'OMC a été incapable de sortir une nouvelle mesure. Et donc, on a commencé à avoir un autre centre de pouvoir. Et puis on a eu des crises qui, elles, n'avaient rien de financière. Crise de la Covid. Là, on se rend compte que, ah ben oui, mais si les chaînes de commerce internationales sont rompues, comment on fait, hein, en particulier en France, hein. On n'est pas fichu de produire des respirateurs, on n'est pas fichu de produire des masques, Ouh, ça commence à devenir un petit peu sérieux. Puis il n'y a pas que les Français hein, qui ont tenu ce raisonnement. Deuxième choc, moins de 2 ans après, le début de la guerre en Ukraine. Et tout ça, ça fait réémerger la notion d'impératif industriel. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international, on le dit sans phare et sans se cacher. Carmen Reinhardt, qui est maintenant l'économiste en chef de la Banque mondiale, après avoir travaillé au Fonds monétaire international. Alors, en plus, je le dis d'autant mieux que moi, j'ai critiqué un certain nombre de ses positions quand elle était au FMI. Elle qui dit la crise de la Covid a été le dernier clou dans le cercueil de la globalisation. Oui. Dernier clou, donc ça veut dire qu'il y en a eu avant. On pourrait peut-être remonter un petit peu sur... Et on voit, quand on lit son intervention, que tout commence à se déglinguer à partir de la crise de 2008. Et en fait, elle a parfaitement analysé. Donc on va revenir à des formes de protectionnisme pour redévelopper des industries. Ça ne va pas être facile. Je signale qu'actuellement, le poids dans le PIB de l'industrie, c'est 12,5% aux États-Unis, 13,5% en France, 18 à 19% en Italie, 23% en Allemagne. En Chine, 30%. En Russie, 26%. Ah, il n'y aurait pas de problème? Donc, aujourd'hui, dans les réunions internationales, il y a 2 mots qui sont des mots-clés. Le mot reshoring, littéralement relocalisation. L'image, là, c'est de ramener sur ces plages les productions qui étaient faites ailleurs. Reshoring. Et puis, il y a un autre mot, c'est friendly shoring. Autrement dit, les choses importantes, elles ne doivent être produites qu'avec des alliés. Parce qu'on voit bien que maintenant, les relations internationales, ça devient un peu limite.
Donc tout ceci ramène et renvoie à cette idée d'impératif industriel garantissant la souveraineté économique d'un pays, qui elle-même garantit sa souveraineté politique et légale, même si ce protectionnisme peut être fait sous des formes relativement particulières. Alors, il y a d'abord un protectionnisme assez traditionnel, et on le voit bien. Si la France veut réellement se réindustrialiser, autrement dit, si ce n'est pas simplement des effets de rhétorique du gouvernement, elle ne pourra pas se réindustrialiser sans un minimum de cadre protectionniste. Et ce d'autant plus d'ailleurs que les coûts de production augmentent en France en raison de la baisse de la productivité depuis 2021. Donc là, il y a un problème extrêmement important. Donc le protectionnisme, de ce point de vue-là, va s'avérer nécessaire, même si c'est vrai, ce protectionnisme sera probablement plus un protectionnisme de groupe que simplement un protectionnisme national. Il existera toujours un protectionnisme national, mais il faudra envisager des choses avec quelques autres pays, parce qu'aujourd'hui, les chaînes de production sont devenues extraordinairement complexes. Et donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup que l'on fasse la totalité du produit soi-même? C'est pas évident. Si vous voulez, ça, c'est une vraie question qu'il va falloir se poser, mais la poser ne veut pas dire les composants, on peut les acheter n'importe où, parce que ça, c'est plus vrai. Donc, il va falloir, là aussi, identifier des filières de production ou des logiques de production intégrées à plusieurs pays. Mais ça, c'est une forme moderne du protectionnisme. Donc voilà, j'ai essayé de vous retracer en 1 heure et 5 minutes un petit peu l'histoire du protectionnisme depuis son origine fiscale jusqu'à son, je dirais, sa déclinaison actuelle, qui est, elle, très liée aux chaînes de production internationales. Mais s'il y a bien une chose qui, elle, est restée constante, c'est la relation entre la souveraineté, la construction de la souveraineté et le protectionnisme. Merci beaucoup.